nous appliquerons évidemment avec beaucoup de justesse, mais avec une certaine fermeté, et vous le comprendrez, notamment pour l'examen des amendements de suppression de l'article 9, qui sont nombreux, et que je vous invite à aborder désormais, en commençant par l'amendement numéro 2, présenté par Madame Ménard. Oui, merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, il s'agit de supprimer la réserve parlementaire qui correspond à 0,03% du budget de l'État, soit seulement, pour reprendre les mots de Madame le garde des Sceaux, 146 millions d'euros. Pour ma part, je me contenterai de souligner qu'il s'agit de 146 millions d'euros consacrés aux collectivités territoriales, et en ces temps de disette financière, nul doute qu'au niveau du terrain, ces sommes seraient accueillies avec soulagement. 146 millions d'euros consacrés aux travaux de restauration de notre patrimoine, n'en déplaise à M. Mélenchon. 146 millions d'euros investis dans des actions éducatives. 146 millions d'euros apportés aux associations locales qui participent au bien-être des Français. 146 millions d'euros pour permettre au tourisme de se développer. S'il s'agit de mettre en place un système encore plus transparent, je suis d'accord. Mais si supprimer la réserve parlementaire, c'est réduire encore un peu plus les financements des territoires, c'est déposséder les députés de leur pouvoir d'action en circonscription, pourtant nécessaire au développement local, je dis stop. Stop au grignotage toujours plus avancé des prérogatives des élus locaux, au profit d'un pouvoir décidément trop centralisé et concentré, comme toujours, dans quelques mains parisiennes. Les élus locaux ne sont pas des élus de seconde zone. Les Français y sont attachés plus qu'à tous les autres, alors laissons ces élus agir en fonction de l'intérêt général et de la défense du bien commun de leur territoire. Merci. Merci Madame Ménard. J'appelle l'amendement numéro 12, présenté par... Merci Monsieur le Président, Monsieur Minot, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. Cet amendement supprime l'article qui remplace la réserve parlementaire par un dispositif de soutien parlementaire aux communes et à leurs groupements. La réserve parlementaire est indispensable au financement des projets de communes et de nos associations qui font vivre d'ailleurs ces communes et plus particulièrement nos petites communes rurales. Aussi, en proposant la suppression de la réserve parlementaire, le texte du gouvernement compromettait fortement la capacité d'investissement des communes. À ce titre, le dispositif de soutien est préférable à une suppression pure et simple de la réserve parlementaire. Néanmoins, le présent dispositif impose une échéance qui manque de souplesse et de transparence, contrairement à ce qui existe à l'heure actuelle. Merci. Merci Monsieur Minot. J'appelle l'amendement numéro 18, qui est défendu par Monsieur Brun. Merci Monsieur le Président. Ah non. Cet amendement vise à supprimer l'article 9. Ah bon, oui. 18, Monsieur Brun. Cet amendement vise à supprimer l'article 9 et à maintenir la réserve parlementaire au profit des communes et des associations dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, moins 9,6 milliards d'euros pour les collectivités depuis 2015 et moins 13 milliards d'euros annoncés récemment par le gouvernement. Je voudrais quand même demander à Madame la garde des Sceaux, je lui ai posé une question très concrète, savoir si oui ou non la réserve parlementaire s'inscrit dans un cadre budgétaire normal, comme elle l'a pu le préciser pour la réserve ministérielle. Est-ce que c'est bien le cas pour la réserve parlementaire? Merci. Merci Monsieur Brun. J'appelle l'amendement numéro 22, Monsieur Meyer Habib. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Beaucoup de choses ont été dites. Moi, je voudrais m'adresser directement maintenant aux députés d'En Marche, parce que manifestement, dans le reste de l'hémicycle, il y a à peu près une quasi-unanimité. Je voudrais leur demander d'être libres. Je voudrais demander d'avoir la même méthode qu'Emmanuel Macron, qui était d'accord ou pas d'accord lorsqu'il était ministre à l'époque. Moi-même, à l'époque, j'étais dans l'opposition, j'avais décidé de voter le pacte de responsabilité. On était deux, il y avait mon collègue Frédéric Lefebvre, qui n'est plus là aujourd'hui, qui était un excellent député. Et après, certains collègues ont dit, parce que ça allait dans le bon sens. Alors je vous demande de réfléchir. Et je voudrais m'attarder maintenant sur les Français de l'étranger. Contrairement à, j'écoutais tout à l'heure M. Jacob, M. Mélenchon, nous, les Français de l'étranger n'ont pas de mairie, ils n'ont pas de consul général, de conseil général, et ils n'ont pas de région. Donc ils sont totalement dépendants. Moi, je voudrais vous parler de l'association des Dames de Saint-Louis à Rome, dont 50%
du budget dépend de la réserve parlementaire. Je voudrais vous parler de l'association, l'Institut français à Larissa en Grèce, et vous connaissez la situation de la Grèce, qui sert, en l'occurrence, dont la réserve sert à aménager des espaces pour les personnes handicapées à Athènes, qui est dépendante à 50% de la réserve parlementaire. Je voudrais vous parler d'une association à Ashdod en Israël, l'espace francophone, alors qu'Israël n'est pas dans la francophonie, alors qu'il y a près de 800 000 francophones à cause d'un veto du Liban, qui dépend de la réserve parlementaire. Donc je fais appel à votre jugeote et à votre intelligence. Vous n'êtes pas des machines, vous êtes des députés libres qui allez voter. Vous êtes en train de vous faire harakiri. Donc soyez libres et ne supprimez pas la réserve. On peut la diminuer, on peut la modifier, mais pas la supprimer. Je vous remercie. Merci, Monsieur Habib. J'appelle l'amendement numéro 24, Monsieur Huyghe. Oui, merci, Monsieur le Président. Comme je le disais tout à l'heure, lorsque nous avons étudié les amendements avant cet article 9, tout est fait pour déconnecter le député de sa circonscription. Nous allons multiplier par 2 la surface de la circonscription lorsque vous allez diminuer par 2 le nombre de députés élus par circonscription. Vous retirez l'ensemble des moyens d'intervention du député. Et il y a quelque part en plus une certaine infantilisation du député, c'est-à-dire qu'il ne serait pas capable de déterminer à bon escient les subventions qui sont nécessaires pour les associations de sa circonscription, pour les communes, les petites communes de sa circonscription. Et véritablement, l'ensemble de ce texte n'est pas un texte de confiance, c'est plutôt un texte de défiance des parlementaires, parce qu'à chaque fois que le parlementaire avait une petite parcelle de pouvoir de décision en dehors de celui de voter la loi, eh bien, il lui est retiré. Et donc, les conséquences de ce texte sont inquiétantes pour le fonctionnement de notre démocratie. C'est le fait d'avoir des parlementaires complètement retirés de leur territoire et qui ne pourront être élus que sur des vagues. Mais je comprends bien que la majorité qui a été élue sur une énorme vague souhaite continuer à ce qu'il en soit ainsi. Merci, Monsieur Huyghe. J'appelle l'amendement 32 pour Monsieur Stroman, qui n'est pas là. L'amendement 33, Monsieur Sadier, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'avais déposé cet amendement avec mes collègues savoyardes, Virginie Duby-Muller et Madame Bonivard. Madame la Ministre, vous nous avez exposé votre point de vue et donc celui du gouvernement. Et au moins sur un point, je vous remercie, c'est que vous avez repris les 13 millions de bénévoles que j'ai cités en tentant de les rassurer. Mais je voudrais avoir des questions plus précises qui nous intéressent, d'où cet amendement de suppression. Je pense qu'il y a un point faible dans votre raisonnement et de celui du gouvernement. Vous avez renvoyé la solution au projet de loi de finances de cet automne. Alors pourquoi ce décalage entre la précipitation d'arrêter un dispositif avant que le nouveau soit clairement exposé, alors que vous semblez apporter toutes les garanties dans la pérennité des financements. Et à cette heure, très concrètement, Madame la Ministre, il y a des questions concrètes qui se posent. Les présidentes et présidents d'associations ou trésoriers qui nous regardent, ils ont besoin d'une adresse. Avant, ils envoyaient leur demande de réserve parlementaire à nos permanences. Est-ce que, quand on rentre ce soir ou sur nos sites, est-ce qu'on envoie à la chancellerie les demandes de réserve parlementaire? Première question. Et deuxième question, à laquelle vous n'avez toujours pas répondu, dans votre nouveau dispositif dont on peut espérer, et je vous fais confiance, Madame la garde des Sceaux, c'est que vous avez quand même, je l'espère, un début de commencement assez précis de ce que sera le nouveau dispositif. La question est simple, elle intéresse tous les parlementaires aujourd'hui. Qui, in fine, prendra la décision d'attribuer ou pas la réserve parlementaire? Est-ce que ce sera le ministre concerné, Jeunesse et Sport quand c'est une association sportive? Est-ce que ce sera le préfet de région? Est-ce que ce sera le préfet de département? Vous n'avez pas répondu précisément. Où est-ce que l'on envoie la demande? Où est-ce qu'on oriente les collectivités territoriales et les associations pour qu'elles envoient leur demande? Et qui, in fine, prendra concrètement la décision d'attribuer ou pas la réserve parlementaire? Merci beaucoup, Monsieur Sadier. L'amendement 36 n'est pas défendu puisqu'il était présenté par Monsieur Cinieri qui n'est pas là. On passe à l'amendement numéro 38.
Allez-y, monsieur Bricou. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame le rapporteur. Chers collègues, cela a été beaucoup souligné, la réserve parlementaire est un dispositif d'accompagnement de notre territoire qui finance des projets et travaux d'intérêt local portés par les communes et les associations. Les sommes attribuées leur permettent de mener à bien un projet au bénéfice de ses habitants. Les crédits font par ailleurs l'objet d'un encadrement et d'un contrôle des dossiers par les ministères concernés. La répartition des fonds est totalement transparente puisque depuis 2014, l'Assemblée nationale publie chaque année en ligne les noms des communes et des associations bénéficiaires. On nous parle de clientélisme dénoncé par les Français. Mais quel Français et quel clientélisme ? De ceux que je rencontre dans ma circonscription, aucun ne me parle de la réserve parlementaire, sauf ceux qui en ont bénéficié pour soutenir un projet communal, un projet associatif, ou encore ceux qui ont pu consulter la publication en toute transparence des attributions que nous en avons pu faire, les approuvant au passage. Ce que vous dénoncez finalement, c'est un manque de contrôle et de sanctions devant une minorité de dérives. Je vous demande d'ailleurs quel est le pourcentage des dossiers relevant de pratiques contestables sur l'ensemble des subventions accordées, sur lequel vous vous appuyez. Supprimer sèchement la réserve parlementaire est une erreur. C'est la solution de facilité, sans considération des conséquences pour les petites communes rurales et les associations. Il y avait certainement beaucoup mieux à faire. C'est pourquoi nous souhaitons conserver le dispositif actuel de la réserve parlementaire, sans toutefois, bien sûr, fermer la porte à de futurs aménagements pour l'améliorer. Merci. Merci beaucoup, monsieur Bricou. Nous passons à l'amendement numéro 41. Monsieur Goasguen, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bon, je crois que le débat est en train de prendre sa véritable dimension, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de débat. Et donc, je voudrais vous dire, Madame le Ministre, à quel point votre intervention tout à l'heure était remarquable et d'une logique qui nous a fait froid dans le dos. Car, quels que soient les arguments que vous avez employés, notamment sur l'article 24, je n'ai pas le sentiment que dans votre discours, il y ait eu la moindre considération sur le pouvoir du Parlement. Le pouvoir du Parlement, c'est normalement de voter la loi. Est-ce que nous votons la loi de finances ? Est-ce que vous avez suivi déjà les débats sur la loi de finances ? Est-ce que vous pensez sincèrement que par rapport à nos voisins, le Parlement actuel vote la loi de finances dans les meilleures conditions ? Non, bien entendu. Est-ce que le Parlement français, qui vote la loi, notamment en matière de politique internationale, à l'inverse des autres parlements, a-t-il un quelconque pouvoir sur la politique étrangère de la France ? Non. Dans l'évaluation, nous sommes dans une évaluation embryonnaire qui a été mise en place par le président Seguin, mais qui n'arrive pas à trouver sa dimension, puisqu'en réalité, nous ne pouvons pas interpeller les directeurs d'administration centrale à cause de la séparation de l'exécutif et du législateur. Nous avons donc un Parlement qui est déjà, en fonction de l'article 24, extrêmement faible dans ses pouvoirs. Et vous nous avez dit, avec beaucoup de logique intéressante, qu'en réalité, nous n'avons pas à nous occuper des territoires, que nous ne sommes pas là pour ça, puisque nous sommes uniquement pour l'article 24. Vous avez accepté que, par hasard, j'ai presque fini, par hasard, nous devions de temps en temps nous promener dans les territoires. Et vous avez raison tout à fait. C'est vrai que nous représentons la nation, mais le scrutin majoritaire nous a obligés à nous occuper des territoires. Votre logique, Madame le Ministre, est une logique qui nous inquiète beaucoup. Alors j'espère que vous réaliserez que vous êtes en train d'hypertrophier la Ve République jusqu'à en faire un césarisme qui va être tout à fait insupportable et qui donnera à M. Mélenchon la possibilité de demander une 6e République. Merci, Monsieur Goasguen. Nous passons à l'examen de l'amendement 43 par Monsieur Folliot, qui n'est pas là. L'amendement 51, Madame Beauvais. Défendu. Le 129, Monsieur Ménuel n'est pas là. L'amendement 136, Monsieur Dumont, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, votre majorité En Marche, c'est on verra. On supprime, mais pour le dispositif de remplacement, on verra. C'est une politique de la table rase. Vous faites de la réserve un totem politique et on a bien compris que vous n'allez pas revenir dessus. On l'a vu. Mais pour moi, c'est tout vu. J'écrirai à l'ensemble des associations de ma circonscription
mais également aux maires de Coulogne, Gimps, Ruminguem, Sainte-Marie-de-Kerck, Écalles, Nordkerk et toutes les autres communes de mon territoire, pour leur dire que vous tous, députés de la majorité En Marche et Modem, vous ne croyez pas dans leur projet de dynamisation du tissu local et que vous méprisez la ruralité. La réalité, vous l'avez dit, Madame le ministre, c'est que pour vous, le député n'est pas l'élu d'un territoire, puisque celui-ci, je cite, ce n'est pas sa mission, mais sa passion, ce territoire. Le député, pour vous, est donc un élu hors sol, parachutable, jamais présent, mais toujours servile. Alors je vous félicite, puisque vous poursuivez le même objectif que nos collègues de la France insoumise, à la seule différence que quand eux veulent aller vers une 6e République, vous voulez revenir à la 4e, mais faites attention, Madame la Ministre, Emmanuel Macron n'est pas le général de Gaulle. Merci, Monsieur Dumont. L'amendement 147, qui est, je crois, défendu par Monsieur Gosselin. Monsieur Philippe Gosselin, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Bon, écoutez, c'est un peu le dernier plaidoyer, mais nous avons bien compris que nous sommes face à un mur d'ailleurs un peu suspendu, puisque c'est un mur hors sol, c'est assez étonnant. Ce mur qui est suspendu à des convictions, à beaucoup de dogmes et beaucoup d'ignorance et de méconnaissance. Il y a eu le mur de l'argent, mais là c'est le mur de l'ignorance, et avec certaines interventions, chers collègues de l'Isère, sans doute le mur de l'arrogance. Mais ça, je vous laisse la responsabilité de vos propos. Nauséabonde, exactement, il faut la qualifier. Cette réserve, vous n'avez absolument pas compris ce qu'elle était. Vous avez refusé de la comprendre. Du reste, quand on a pu parler avec un certain nombre d'entre vous dans les couloirs, le point de vue était très différent. Mais on voit le processus qui est en train de se dérouler sous nos yeux, un processus finalement de caporalisation. On a un président de la République qui a caporalisé le chef d'état-major des armées, qui a caporalisé sa majorité et qui rêve maintenant de caporaliser l'ensemble des parlementaires dans un système pyramidal qui converge vers l'Élysée et, à terme, une diminution très forte du nombre des parlementaires qui auront des territoires encore plus grands, un redécoupage électoral qui les privera d'une vraie assise territoriale, plus la dose de représentation proportionnelle qui fait qu'en réalité, vous ne vous en rendez pas compte, mais vous serez les hommes et les femmes liges du président de la République, parce que pour beaucoup d'entre vous, vous n'existez que par lui, que parce que votre photo était à côté du président, justement. C'est un système, il faut le savoir, mais je crois que ça va jusque-là. Merci, Monsieur Gosselin. Nous passons à l'amendement 191 de Monsieur Pradier qui est parti, le 194 de Monsieur Reynès qui n'est pas là, Madame Genevard pour le 209. Alors, nous passons à l'examen de l'amendement 209 qui est présenté par Madame Genevard. C'est un incident. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente rapporteure. Madame la Ministre, on est un peu interloqué, je dois vous le dire, par la vision qui est la vôtre, qui sans doute pour la grande constitutionnaliste que vous êtes se défend, mais qui ne répond en rien à la réalité que nous connaissons. Vous avez dit de mémoire, parce que nous n'avons pas encore la transcription, l'élu n'est pas fait pour arpenter son territoire, s'il le fait, c'est par passion. Eh bien, cette vision dichotomique ne résume absolument pas toute la beauté du mandat parlementaire qui est précisément d'exercer avec une mission nationale qu'il remplit ici, dans cet hémicycle, mais en se nourrissant profondément de ce qu'il peut vivre sur le territoire. Ça n'est pas la passion d'un côté, la raison de l'autre. Ces deux exercices sont consubstantiels et se nourrissent mutuellement. Et cette vision-là, nous ne l'avons pas retrouvée dans votre propos. Merci Madame Genevard.
L'amendement 221 présenté par Madame Valentin, qui n'est pas là. Le 224, Monsieur Philippe Vigier. D'accord. Vous avez la parole, Monsieur Vigier, pour l'amendement de suppression 224. Oui, merci, Monsieur le Président. Ça me permettra de répondre à la ministre rapidement, parce que je ne vais pas refaire un nouveau plaidoyer pour cette réserve. Madame la ministre, vous avez dit tout à l'heure, le rôle du député, c'est de contrôler l'action du gouvernement, de légiférer. Soit. Je vais prendre un exemple, mes chers collègues. Nous sommes à l'article 9 de cette loi organique. On a démarré, parce que c'était un choix qui a été demandé par le gouvernement, un examen prioritaire, démarré par l'article 9. Pourquoi on ne démarre pas le texte par l'article 1? Vous voyez, déjà, vous allez connaître ça tout au long de la mandature. Un jour, on vous dira, vous avez délibéré, ça ne va pas, il y aura une seconde délibération, parce que le vote de la veille ne convenait pas au gouvernement. Vous allez découvrir ces joies-là. Vous découvrirez un jour dans le budget, ça a été rappelé par Claude Goasguen, je me souviens de cela, j'étais jeune député il y a quelques années, on avait voté des amendements, on avait tordu le bras du gouvernement, et le lendemain on nous a dit « Ah non ». On revient là-dessus, et en 5 minutes, on a balayé 3h30 de travail, vous connaîtrez cette joie. L'ordre du jour qui est fait au Parlement, l'ordre du jour, certes, depuis la réforme constitutionnelle, il y a un peu plus de temps pour les groupes parlementaires, mais Madame la Ministre, vous savez très bien que sur 100 textes de loi, 90 viennent du gouvernement et 10 des députés. Mais ça, mes chers collègues, vous le découvrirez. Et donc, quelque part, si on vous dit cela avec passion, c'est que c'est un peu de l'antiparlementarisme. Alors, Madame la Ministre, je vais vous dire une chose très précise. Peut-être vous ne connaissez pas parfaitement la façon dont les 2 ETR et les fameux fonds de soutien régionaux ont été mis en place. Ici, vous pourrez me contredire si vous le voulez a posteriori. Dans la région à laquelle j'appartiens, avec le fameux fonds stratégique, et il y a des parlementaires de ma région qui sont là, pas une fois ils n'ont été consultés sur le moindre des dossiers. Tout cela, ça a été l'arbitraire, et je peux même vous donner, si vous le souhaitez, les affectations de crédit par opération telles qu'elles ont été décidées seules par la préfecture de la région. Deuxièmement, sur la DETR, soyons pratiques. Pour les dossiers, je termine, Monsieur le Président, mais c'est très important pour la compréhension, pour chacun, et je termine là-dessus. Pour tous les dossiers inférieurs à 150 000 €, c'est le fait du prince, nous ne voyons rien. Et les dossiers supérieurs à 150 000 €, il y a une commission, mais tout est préparé à l'avance. Vous allez découvrir tout cela et vous verrez que le Parlement, malheureusement, aura de moins en moins de pouvoir. Merci beaucoup, Monsieur Vigier. Avant d'examiner l'amendement 343, je vous indique que sur le vote des amendements de suppression 2 et identiques, je suis saisi par le groupe des Républicains ainsi que par le groupe des Constructifs d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Cet amendement numéro 2, c'est aussi une demande, ce scrutin public du groupe de la République En Marche. Nous passons à l'examen de l'amendement 343 présenté par Monsieur Diard. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, Madame le rapporteur, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous ne m'avez pas répondu sur le fait que vous souhaitez rétablir la pureté du rôle du parlementaire. Ça, vous vous êtes exprimé sur une radio, j'aimerais avoir la réponse là-dessus. Autre chose, mes chers amis, j'ai cherché, comme certains, dans un célèbre moteur de recherche, ce que c'était un accélérateur d'association. Alors, j'ai d'abord trouvé un accélérateur de particules, un accélérateur de métabolisme, un accélérateur, nous en avons bien besoin, de bronzage, et puis j'ai trouvé l'accélérateur d'association, et je cite, « Cette nouvelle structure sera chargée de déployer sur l'ensemble du territoire et en moins de 5 ans les associations les plus utiles à notre société. » Comprenne qui pourra. Mes chers collègues, une seule chose très importante. Croyez à mon expérience. Je pense que nous ne pouvons pas sortir d'ici sans ne pas avoir eu en face un fonds de substitution. Parce que la ministre perdra ses arbitrages, Bercy a besoin d'argent et nous allons assister à un enterrement de la première classe de la réserve parlementaire. Merci beaucoup, Monsieur Diard. Madame la rapporteure, pouvez-vous nous donner l'avis de la Commission sur ces amendements identiques? Alors, la Commission des lois a beaucoup discuté au sujet de la réserve parlementaire. Je ne vais absolument pas reprendre tous nos débats
qui ont été exprimées très clairement ici par l'ensemble de l'hémicycle. Je vais juste vous éclairer sur quelques points. Donc, bien évidemment, la réserve parlementaire, je retire mon bien évidemment. La Commission a supprimé le dispositif qui avait été retenu par le Sénat et dont nous pourrons discuter ultérieurement. Mais sur le principe, nous confirmons, en tout cas nous confirmons la décision du gouvernement qu'il a traduite dans son projet de loi de supprimer la réserve parlementaire. Nous considérons qu'il s'agit d'une exigence d'éthique et d'exemplarité pour mettre fin aux soupçons qui peuvent peser à l'encontre des parlementaires. Que la société nous demande à chacun d'entre nous davantage de transparence, de rigueur et d'éthique. Et je voudrais vous rappeler que cette pratique de réserve parlementaire est unique au sein des pays qui font partie du Conseil de l'Europe. Nous sommes les seuls à avoir cette pratique et je ne crois pas que les parlementaires des autres pays appartenant au Conseil de l'Europe soient des parlementaires hors sol, comme nous avons pu l'entendre. Que le fait que la réserve parlementaire soit devenue plus transparente à partir de 2012 ne signifie pas qu'elle soit devenue exemplaire et qu'elle ne soit plus décriée. Nombreux sont les exemples, et on en a entendu parler ici et là, où un député utilisait l'ensemble de son enveloppe parlementaire au bénéfice de la ville dont il était maire. Madame la rapporteure, s'il vous plaît. Merci de bien vouloir conclure. Qui plus est, non mais merci de bien vouloir conclure. La plus aisée de sa circonscription, qui n'était pas nécessairement celle qui en avait le plus besoin. Merci beaucoup. Je vous indique simplement que ces pratiques, les pratiques des parlementaires ne sont absolument pas uniformes. Merci Madame la rapporteure. Je termine, s'il vous plaît. Quel est l'avis de la Commission, s'il vous plaît? L'avis de la Commission est défavorable. Merci beaucoup Madame la rapporteure. Je passe la parole au rapporteur pour avis de la Commission des finances. Vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Alors effectivement, la Commission des finances n'a pas examiné les amendements, mais je représente ici le rapporteur général de la Commission pour vous dire qu'effectivement, les deux grandes questions ont été évoquées en commission et vous les avez bien soulevées, à savoir quelle est notre conception de notre mandat et quelle est notre relation que nous devons avoir avec nos territoires, d'une part, et puis d'autre part, quelles sont les mesures, les moyens et les missions des acteurs locaux face à cela. Alors, pour donner l'avis du rapporteur général de la Commission, on s'est basé sur trois principes assez simples qui sont moins de clientélisme, ou en tout cas moins de soupçons de clientélisme, plus de transparence et plus de solidarité. Et c'est face à cela que la décision est évidemment de porter un avis défavorable à tous les amendements qui relèveront de la volonté du maintien de la réserve parlementaire. Ceci étant dit, et puisque je représente ici la Commission des finances, un groupe de travail est organisé en accord avec le président de la Commission issu de vos rangs, et c'est un groupe de travail qui sera transpartisan, puisque outre le président de la Commission des finances et le rapporteur général de cette même commission, vous aurez deux rapporteurs spéciaux issus de la mission sur les relations avec les collectivités territoriales, précisément, et deux rapporteurs spéciaux issus de la mission sur jeunesse, sport et vie associative. Et puis vous aurez également des personnes des rangs des Républicains, Madame Louwagie en fera partie, de Nouvelle Gauche, Madame Pires-Beaune en fera partie, et puis il nous reste à désigner personnes de la France Insoumise, du groupe GDR et des Constructifs. Donc vous le voyez, c'est un avis défavorable, mais on avance aussi avant le projet de loi de finances 2017 pour constituer ce groupe de travail, et j'insiste, de manière transpartisane. Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Jacob, vous vouliez faire un rappel au règlement, je crois. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je le fais sur la base de l'article 58, alinéa 1 ou 2 également, sur la tenue de notre séance. Je voudrais que vous me précisiez un point du règlement. Comment notre collègue, à quel titre notre collègue intervient au nom de la Commission des finances et au nom du rapporteur sur des amendements sur lesquels il n'a pas été saisi. Est-ce qu'il peut nous préciser tout cela? Est-ce que vous-même, Monsieur le Président, vous pouvez nous le préciser?
il est saisi de l'article, il supplée le rapporteur de la commission des finances, commission saisie pour avis. Et à ce titre, il nous donne donc l'avis pour avis. Si je peux juste compléter, Monsieur le Président. Merci. Simplement, de nous préciser, notre collègue nous a précisé qu'il n'avait pas été saisi des amendements, qu'ils n'avaient pas étudiés. Et donc, à ce titre-là, il a malgré tout un avis et l'avis du rapporteur qui lui-même, du coup, n'a pas dû voir non plus les amendements. C'est un peu compliqué. Nous avons entendu en tout cas l'avis de la commission. Nous avons entendu votre appel au règlement, Monsieur Jacob. On va entendre maintenant, si vous le voulez bien, l'avis de la ministre sur ces amendements de suppression avant de passer au scrutin public. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas reprendre l'ensemble des éléments que j'ai développés devant vous tout à l'heure et donc qui me conduisent à émettre un avis défavorable aux amendements qui viennent d'être proposés. Avant de passer au vote, nous avons une intervention de Madame Untermaier. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous avons entendu et respecté les amendements déposés par la droite. Nous tenons à préciser la nouvelle gauche que ce n'est pas ce que nous demandons. Nous ne demandons pas un statu quo. Ce que nous souhaitons, c'est un mode de gouvernance de ce fonds dont on nous parle qui soit différent, participatif, parce qu'il nous semble que le citoyen doit entrer dans la décision et que c'est une bonne occasion de lancer enfin une disposition qui permette une décision publique qui soit partagée avec les citoyens. Donc c'est la première remarque que je voulais faire. Puis la seconde, Madame la Ministre, vous nous avez parlé d'un fonds qui serait dédié et qui remplacerait la réserve parlementaire. Alors nous avons une proposition qui nous paraît être empreinte de bon sens, c'est d'attendre la loi de finances pour supprimer concomitamment la réserve parlementaire et la constitution du fonds, de sorte que nous puissions avoir le sentiment que la garantie, que ce qui est annoncé et qui n'est pas mis en doute, mais il nous paraît de bon ton de supprimer la réserve parlementaire au stade de la loi de finances avec concomitamment la mise en place d'un fonds. Et je pense que nos collègues d'En Marche, qui souhaitent également la constitution de ce fonds, seront d'accord avec nous pour cette garantie que nous demandons. Merci beaucoup, Madame Untermaier. Je crois que... Oui, Madame la Ministre. Je voudrais juste répondre sur ce point à Madame la députée Untermaier. Nous sommes obligés, pour concrétiser cette suppression, de passer par la loi organique, puisqu'en réalité, c'est l'article 54, 9e alinéa de la LOLF, qui prévoit la publicité de la réserve. Et donc, nous sommes, pour la réciprocité des formes, obligés de passer par la loi organique. Merci, Madame la Ministre. Avant de passer au vote, Monsieur Meyer Habib. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je voudrais vous interroger spécifiquement pour avoir une réponse sur les Français de l'étranger. Il y a deux collègues à nous, des Français de l'étranger, d'En Marche, et un collègue des États-Unis qui, a priori, lui, n'a pas besoin de réserve parlementaire. Mais j'ai écouté les deux collègues qui ont dit à quel point, d'En Marche, les trois sont d'En Marche, ont expliqué à quel point c'était problématique. Quelle solution avez-vous pour les associations de Français de l'étranger ? Merci, Monsieur Habib. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix les amendements de suppression 2 et identiques. Et je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici les résultats du scrutin. Votant 172, exprimé 156. La majorité est fixée à 79, pour 42, contre 114. Les amendements 2 et identiques de